L'esprit humain essaye d'expliquer le monde à partir de ce qu'il connaît déjà. Les différences entre les cultures sont parfois tellement radicales qu'elles en deviennent impossibles à appréhender, et c'est pourquoi on a souvent tendance à créer des raccourcis en utilisant ce qu'on connaît donc déjà. En faisant ça, on crée des biais de confirmation qui vont fatalement influencer notre vision des choses et donner une validité, une crédibilité à nos idées préconçues. Par exemple, le Nouveau Monde, l'Amérique, a été en quelque sorte imaginé avant d'être découvert. On en parlait énormément avant de s'y rendre. Et comme par magie, les autochtones et leur mode de vie collaient du coup plutôt pas mal à l'image qu'on s'en faisait déjà. Et puis il y a bien sûr aussi là-dedans une volonté de sensationnalisme. On veut être surpris, on veut être confronté à des choses incroyables qui pourraient nous distraire de notre univers qui est finalement de plus en plus unifié, et qui a envie d'entendre parler d'un peuple autochtone pacifique qui fait son petit bonhomme de chemin pépère avec smartphone au milieu de la jungle, alors qu'on pourrait avoir des récits fantastiques de cannibales tout nus coupeurs de tête. Et comme tout cela reste noyé dans un flux massif de désinformation, on continue de véhiculer des stéréotypes New Age sur les peuples qu'on ne connaît pas, ce qui joue grave le jeu de la supériorité blanche évolutionniste, même si ce n'est pas ce qu'on voudrait. Alors pendant quelques temps, j'ai décidé de tendre l'oreille autour de moi, de faire un petit peu attention à ces clichés qu'on peut avoir sur les autres sociétés, et j'ai réuni 8 idées reçues sur les autres peuples du monde, les non-occidentaux je dirais, qui je pense mériteraient d'être mises au clair. Alors c'est parti pour la vidéo, surtout restez là. En Inde, on ne mange pas de vache car c'est un animal sacré. N'en déplaise à tous nos fantasmes exotiques, mais en Inde, il y a des McDo comme partout ailleurs, avec des steaks de bœuf dans les burgers. Et même si vous voulez un chiffre plus précis, en 2017, la production de viande bovine en Inde était de 4 millions de tonnes, et pour comparer en France la même année, c'était 1,43 million de tonnes. En fait, c'est dans la culture spécifiquement hindoue que la vache est sacrée, mais déjà, il faut savoir qu'en Inde, il n'y a pas que des hindous, loin de là même, il y a des musulmans, des chrétiens, des sociétés tribales, des athées. Aussi, il faut savoir que le fait qu'un truc soit sacré, ça ne nous a jamais empêché de le manger. Les chrétiens prennent l'hostie, qui est supposé être le corps du Christ, donc un truc sacré, et dans des tas de cultures du monde, on retrouve de l'anthropophagie rituelle aussi, où donc le principe, c'est de manger quelque chose qui est sacré. Et dans l'Inde védique, d'il y a plus d'un millénaire, les bovins étaient une grande richesse en fait, parce que c'était des animaux qui produisaient du lait, mais aussi beaucoup de viande. Ils étaient donc détenus par les hautes classes sociales, à savoir les brahmanes, les prêtres, et c'était donc la seule viande vraiment tolérable à manger. Donc selon les diverses pratiques de l'hindouisme, parfois on ne mange pas de vache parce qu'elle est sacrée, d'autres fois parce qu'elle est taboue, mais à l'heure actuelle ça dépend vraiment surtout des états, des pratiques, des législations, etc. de chaque état. Et puis en plus même chez les hindous, les basses castes ou encore les élites mondialisées mangent de la vache. Il n'y a donc que quelques hindous pratiquant une certaine forme d'hindouisme dans certaines régions de l'Inde qui ne mangent pas de vache. Au même titre qu'en fait en France, il y a certains groupes qui mangent du poisson le vendredi, et pour autant on peut carrément pas dire qu'en France on ne mange que du poisson le vendredi. Les Inuits ont une centaine de mots pour dire neige. En 1880, Franz Boas étudie les Inuits. En 1911, il publie Handbook of American Indian Languages, dans lequel il décrit 4 termes pour décrire la neige en langue inuite. Donc Aput, qui est neige sur le sol, Kana, qui est neige qui tombe, Piksirpok, qui est neige qui glisse, et Kimuksuk, qui est congère de neige. Worf, un linguiste célèbre des années 40, notamment pour l'hypothèse Sapir-Whorf selon laquelle le langage influe la pensée, va utiliser l'idée de Boas pour une de ses démonstrations. Mais il va rester flou sur le nombre. Et Worf est tellement connu à cette époque-là que l'info se propage très vite, mais surtout n'importe comment. Et dans les années 70, les manuels de linguistique relatent qu'il y a plus d'une 50aine de mots en langue inuktitut pour dire neige. Dans les années 80, le New York Times publie un article
même pas sourcée, racontant comme une anecdote coloniale que les Inuits auraient plus de 100 mots pour la neige. Et paf, ça fait des chocs à pic. Ok, Boomer. Pour autant, rien ne prouve que cette affirmation est vraie, et bien au contraire même. Déjà parce qu'il n'y a pas une seule langue chez les Inuits, il n'y a pas que l'Inuktitut, mais en plus parce que l'Inuktitut est une langue qu'on appelle agglutinante. Comme par exemple le japonais, l'espéranto ou l'arménien, c'est une langue dans laquelle, sur une racine de mots, on peut rajouter d'autres morceaux de mots pour dire encore autre chose. On peut mélanger des morceaux de mots en fait. C'est un résumé qui est très très simpliste, mais je pense que vous captez ce que je veux dire. Et donc, techniquement, le nombre de mots est infini, et ce concernant n'importe quel sujet. Et puis aussi, dans toutes les cultures du monde, le vocabulaire s'approfondit simplement lorsqu'on creuse un peu un sujet. On pourrait très bien dire qu'en français, on a des centaines de mots pour dire le vent, ce qui est absolument vrai entre tous les noms spécifiques de chaque vent, mais ce n'est pas 100 fois le synonyme du mot vent. Et en plus, ça veut rien dire sur nous, parce que ce que tente de dire cette affirmation sur les Inuits, c'est que comme ils vivent entourés de neige, et du coup ils ont plein de mots pour en parler. Mais non, les Inuits n'ont pas plus de mots pour dire neige que nous n'avons de mots pour dire chaise, et ça n'a rien de significatif sur nos cultures respectives. Les Aztèques ont pris Cortés pour un dieu. Plus qu'une idée reçue, là on est carrément sur une mise en scène, une mise en spectacle culturel. Genre si vous allez au Mexique ou dans un autre pays d'Amérique latine ou du Sud et que vous faites des excursions historico-culturelles qui parlent de l'arrivée des colons, on vous dira probablement que les Indiens ont cru que les Blancs à leur arrivée étaient des dieux ou des ancêtres ou un truc comme ça. La vérité, c'est que rien n'est moins sûr que ça, parce que les textes des premiers colons, les journaux de Cortés, sa correspondance avec la couronne ou les journaux des autres membres de l'expédition ne racontent jamais qu'ils ont été pris pour des dieux. En fait, cette histoire, elle date de bien plus tard. Beaucoup plus vraisemblablement, ce qu'il s'est passé, c'est que en fait, on a pris le dieu Quetzalcoatl, qui était polymorphe, et dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo que je vais vous mettre dans le petit i, et que du coup, on lui a fait intégrer la figure de Cortés, parce que il fallait bien trouver un moyen de faire un pont entre ces deux cultures qui, sans cette figure inventée, n'auraient jamais pu se connecter. Et après plusieurs siècles de cohabitation, il fallait trouver un lien culturel, historique, et donc petit à petit, on a construit cette histoire, pas forcément volontairement, ça s'est fait un peu tout seul, de Cortés qui aurait été l'incarnation du dieu Quetzalcoatl pour les autochtones. Mais en fait, tout ça, c'est bel et bien une construction culturelle. Le tatouage vient de Polynésie. Le mot tatouage vient du mot tahitien tataou, entendu par le capitaine Cook et ramené en Angleterre sous la forme de tatou au milieu du XVIIIe siècle. Et en fait, c'est bien tout ce qui vient de Polynésie. Parce qu'à part ça, il est attesté que le tatouage a été pratiqué sur toute la planète et de tout temps. On a autant de preuves ou de momies attestant de la pratique du tatouage depuis au moins la fin du Néolithique, en Amérique du Nord, au centre de l'Europe, en Asie ou en Polynésie. Et en Afrique, on datait également les premières preuves du tatouage à moins 4000. Et puis en 2018, on a fait de nouvelles découvertes archéologiques qui ont encore repoussé d'un millénaire. Donc moins 5000, soit le début de l'ère néolithique à peine. Et très honnêtement, je pense qu'on n'a pas fini de faire reculer ces dates et que le tatouage nous accompagne depuis l'aube de l'humanité et à travers le globe entier. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, vous avez toute une playlist sur la chaîne qui s'appelle Tattoo Série et qui parle des tatouages à travers les civilisations du monde. Les Amérindiens vivaient avec des chevaux. En fait, figurez-vous que ce sont les colons qui ont amené les chevaux en Amérique dans leurs bateaux avec eux au XVIe siècle. Les Amérindiens ont très vite adopté cet animal, mais avant l'arrivée des colons, il n'y avait pas le moindre cheval dans les sociétés natives américaines. Et le cheval a très profondément influencé les manières de vivre et les cultures autochtones, à tel point que l'historien Walter Prescott Webb dit même que la machine à vapeur, l'électricité et le pétrole, tous réunis, n'ont pas apporté autant de changements à la culture occidentale que le cheval n'en a produit chez les Indiens des plaines. Et puis surtout, les autochtones d'Amérique ont adapté le cheval tellement vite dans leurs mœurs qu'on n'a même pas eu le temps de découvrir
les modes de vie autochtones avant l'arrivée de cet animal. Et les chevaux eux-mêmes, ramenés d'Europe, se sont très vite adaptés à ce territoire très fertile avec beaucoup d'espace et se sont répandus en masse comme des petits lapins en Australie. Et les tribus amérindiennes ont donné à ce nouvel animal des noms complètement influencés par leur culture originelle, à savoir que les chevaux s'appelaient grand chien, chien rouge, dieu chien, élan français, cerf sans bois, etc. Et puis très vite aussi, les mythes de la création se sont transformés pour inclure le cheval dans la cosmologie native américaine. Et si vous aviez toujours imaginé l'Appaloosa, ce cheval tacheté très emblématique des nez percés, comme un vrai animal endémique des terres sauvages de l'Amérique d'avant la colonisation, et bien en fait son histoire c'est que à la fin du XVIIIe siècle, les chevaux tachetés n'étaient en fait plus du tout à la mode en Europe. Et du coup on s'en est juste débarrassé en les exportant tous sur le nouveau continent. Les tribus d'Amazonie sont cannibales, fonctionnent aussi avec Papouasie-Nouvelle-Guinée, Afrique, Caraïbes et n'importe quelle terre un petit peu sauvage. Tout ce que vous imaginez sur le cannibalisme est fruit de fantasmes. Il n'y a aucune société dans le monde qui mangeait des êtres humains par goût pour la chair humaine, et c'était aussi ultra rare qu'on tue quelqu'un pour le manger, et encore plus un inconnu. Il a effectivement existé certaines formes d'anthropophagie rituelle où l'on avalait sous certaines formes des restes de défunts, comme les Yanomami qui font une soupe de banane avec de la poudre d'os humain, mais ce sont des rituels religieux qui concernent des personnes déjà décédées, de sa communauté, de sa famille le plus souvent. Il n'y a pas de société planquée dans la forêt, armée de sarbacanes, traquant touristes et explorateurs blancs pour les faire rôtir sur un feu et déguster tous ensemble des cuisseaux d'humains. Et pour en savoir plus, je vous mets dans le i et dans la barre d'infos toute une vidéo dédiée au cannibalisme. Le kilt est le vêtement traditionnel écossais. Alors, oui, mais non. Aujourd'hui, oui, le kilt est parfaitement un vêtement traditionnel écossais. Mais historiquement, pas du tout. Et c'est ce qu'on appelle une tradition inventée. En fait, le kilt n'est écossais que depuis 2 siècles. À la base, c'est même un Anglais qui s'appelle Thomas Rawlinson qui a inventé le kilt en 1720 comme vêtement de travail. Mais comme en 1707, l'Écosse avait été unie à l'Angleterre, le kilt avait été en gros récupéré pour devenir un marqueur de l'identité esthétique écossaise. Le kilt est devenu symbole de protestation contre cette union avec l'Angleterre et il est donc devenu un outil identitaire. Mais il n'a jamais été un vêtement traditionnel ancestral. Les Mayas avaient prévu la fin du monde en 2012. On l'a tous bien entendu ça, que les Mayas avaient prévu la fin du monde le 21 décembre 2012. Et il y a même des gens terrorisés par cette prophétie qui se sont construits des bunkers un peu partout sur la planète pour survivre à l'apocalypse annoncée. Sauf que, en fait, aucune apocalypse n'a jamais été annoncée. À aucun moment dans les codex mayas, on ne trouve de prophétie qui parle de cataclysme ou d'apocalypse. Et en plus, les Mayas ne prévoient aucune fin du monde, mais seulement à la limite des fins de cycle. Et du coup, d'autres personnes pensent qu'en fait, le 21 décembre 2012, ça marque la fin du calendrier maya. Mais toujours pas, parce que après chaque fin de cycle, il y en a un autre qui recommence en fait, parce que la conception du temps des mayas est cyclique. Le 21 décembre 2012, c'était vraisemblablement la fin d'un cycle long de 5125 ans, d'après un des calendriers mayas, mais pas grand chose de plus. Le système temporel maya est infini puisque les cycles s'enchaînent et que ce n'est pas du tout une ligne du temps dans leur conception. D'ailleurs, les mayanistes, les spécialistes des cultures mayas, qui tentent de transposer cette vision du temps sur notre vision qui est donc chronologique et linéaire, ils s'arrachent un peu les cheveux parce que, par exemple, ça fait remonter certains mythes à bien avant le Big Bang. Et David Stewart, qui est un mayaniste super connu de l'université de Austin au Texas, s'est amusé à compter quand pouvait potentiellement s'arrêter pour de vrai le calendrier maya. Alors le calcul est ouf. Je vous mets un lien du journal Le Monde qui l'explique tant bien que mal dans la barre d'infos. Mais du coup, la fin du monde maya se situerait dans 72 milliards d'années. Je pense que la fin du monde tout court aura déjà eu lieu depuis un moment, du coup, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
fait, la plus grande idée reçue sur autrui, c'est de donner cet aspect exotique aux autres sociétés. Comme si les autres étaient tous des joyeux sauvages pleins de curiosité qui vivent tout nus dans la forêt, réfractaires aux nouvelles technologies et complètement possédés par un rapport animiste et farfelu au monde. Mais conserver un certain patrimoine et tolérer la diversité ne veut pas dire faire des autres des bons sauvages de zoo. Non, les autres sociétés ne vivent pas dans un autre temps. Non, il n'y a pas de société qui a un stade plus avancé qu'une autre. Non, les autres ne sont pas archaïques et non, l'Occident n'est pas le plus avancé en termes de progrès. Ou alors, si, mais seulement par rapport à sa propre vision de l'avancement et du progrès. Chaque société évolue dans une direction différente et même si la modernité s'est globalement imposée un peu partout, il y a des pensées qui restent encore un peu différentes. Et elles sont intéressantes à comprendre et à analyser et pas du tout à relater comme une curiosité exotique. Du coup, la prochaine fois qu'on vous racontera une belle histoire pleine de mysticisme et tout ça, prenez-y garde, car les choses sont toujours un peu plus compliquées qu'il n'y paraît. Et c'est un petit peu réducteur de faire de la culture des autres, même si elle est en voie de disparition imminente, une curiosité de sauvage de foire sans en fait rien y comprendre vraiment.